Salut tout le monde, nouveau Comics Eater Showcase. Aujourd'hui, on va voir pas mal de choses assez hétérogènes et on va commencer avec du kiosque de numéros chez Panini Comics. Axis numéro 2 sur 4, donc la suite du numéro que j'avais déjà présenté la dernière fois. Et Spider-Man Universe, le Hedge of Spider-Verse, le prélude à Spider-Verse. On va commencer par Axis numéro 2, qui est donc la suite du premier numéro et qui est donc à la moitié du récit et qui va apporter un changement de direction dans l'histoire. Alors on a la belle couverture ici, il y a deux couvertures disponibles, c'est la couverture numéro 1 sur 2 et nous avons Rick Remender au scénario et Lenny Francis Yu au dessin, qui prend donc la relève de monsieur Adam Kubert. Oui, c'est pas Andy, c'est Adam Kubert. Nous avions quitté le numéro 1 sur les vilains qui arrivaient avec Magneto pour combattre Crâne Rouge, Red Onslow, et nous ne savions pas ce que cela allait donner. Eh bien, la première moitié de ce livre, et donc la moitié des épisodes qui y sont mis, vont donc se concentrer sur cet affrontement entre les super vilains et Red Onslow, qui vont donc trouver un moyen, au fur et à mesure, de le combattre, bloquer sa télépathie, et petit à petit les super-héros eux vont reprendre du poil de la bête et venir un peu aider tout ça, notamment Iron Man. La lecture est très fluide, ça passe très vite, les dessins sont largement au-dessus du premier numéro, j'aime beaucoup le travail de Lenny Francis Yu, davantage que ce qu'a proposé Adam Kubert en tout cas sur le précédent numéro, et c'est très intéressant. On a un personnage qui est Deadpool, qui vient ici à apporter la touche d'humour et un peu le regard amusant sur tout cela, et tout en restant épique. Et à la fin, donc, on a une sorte de règlement de compte entre les différents personnages. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi voilà. Et si après Avengers vs X-Men, l'idée de Marvel c'était les mutants et les Vengeurs coexistent et font équipe, vous pouvez constater que désormais ce n'est plus le cas. À la fin de cet incident, pour récupérer Crâne Rouge, qui a volé le cerveau de Charles Xavier, les mutants veulent le récupérer parce qu'il y a forcément dedans une chance qu'il y ait Charles Xavier, et les Vengeurs veulent le récupérer parce qu'il est trop dangereux, ce qui donne donc le même conflit que l'on avait eu avec Phoenix. D'ailleurs, le commentaire est fait, je ne sais plus si c'est par Cyclope, disant bah, on en revient à la même situation, vous voulez nous prendre, ce qui est à nous, c'est un mutant, c'est à nous qu'il revient. Et Captain America considère non, c'est Red Skull, il est à nous, c'est un criminel de guerre, un criminel international, il faut donc que ce soit les Vengeurs qui le prennent. Donc ils partent mécontents, néanmoins ce sont les Vengeurs qui vont récupérer Crâne Rouge, et on se dit, ben voilà, le récit est terminé. Sauf que, en fait, et c'est là que j'ai été piégé ne connaissant pas Axis, c'est que j'avais critiqué, j'avais dit qu'on avait l'impression d'assister à une conclusion avec le combat contre Red Onslow. C'est parce qu'en fait, cette conclusion servait en fait d'amorce pour le vrai Axis, qui est en fait un jeu de mots. Axis, on peut le mettre dans les deux sens, A-X-I-S, on peut, donc je vais le mettre comme ça, regardez, donc normalement Axis, comme ça, si je le mets dans l'autre sens, ça marche aussi. Et l'idée c'est d'inverser les rôles, donc les rôles vont être inversés, et on va s'en rendre compte très rapidement, puisque des personnages vont avoir une drôle de manière de parler. Le Faucon, nouveau Captain America, va se rebeller, va perdre patience, il va répondre à Steve Rogers, il va s'en prendre au nouveau Nick Fury. Pendant ce temps-là, les super-héros font des trucs, les super-vilains font des trucs bizarres. Carnage qui vient sauver des gens. Alors forcément, ils ont peur, les policiers n'ont pas confiance, mais non, il vient vraiment sauver les gens. Il va capturer le vilain dans une toile, comme le fait Spider-Man, laisser un petit mot gentil, à la manière de ce que ferait Spider-Man. Donc Spider-Man, lui, il est complètement perdu, il se dit qu'est-ce qu'il me fait là, à quoi il joue, pourquoi il m'aide. Tony Stark, lui, va annoncer un progrès pour la science, il va vouloir vendre ses inventions, et un peu le retour du Tony Stark ancien, le Tony Stark qui vendait des armes de guerre et qui n'avait aucun scrupule. Il reboit en plus. Les mutants de leur côté, puisque c'est très vite, hein, on a l'impression que je vais vite, mais en fait c'est que ça va vite dans le comics. Donc vraiment je veux que vous vous rendiez compte à quel point ça s'enchaîne très rapidement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose ici. Les mutants, eux, vont annoncer, et on ne parle pas de Magneto ici, on parle de Tornade, de Cyclope, etc., qui vont se réunir, ils vont refaire équipe à nouveau, et ils annoncent que, comme le faisait Magneto en fait à l'époque,
les humains ne veulent pas d'eux, tant pis, c'est les mutants qui seront l'avenir, donc ils vont les combattre. Et pour cela, ils ont Apocalypse, puisque le jeune Evan a évolué en Apocalypse, et donc ils ont l'intention de faire le mal aux humains et de récupérer déjà Crâne Rouge. Pendant ce temps-là, ça barde chez les Vengeurs, il y a de la rébellion, ils veulent tuer Crâne Rouge tout simplement. Jarvis ne veut pas, ça va partir un peu en cacahuète, il y a Hulk qui va se transformer également en montre. Donc vraiment, ça part dans tous les sens. On a compris le principe néanmoins à la fin de ce chapitre, ça met un peu de temps, c'est ça qui est bien. On ne sait pas forcément sur le coup qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont comme ça. On se rend compte qu'ils sont agressifs, on se rend compte qu'il y en a qui sont plus gentils qu'ils devraient l'être. Et on comprend à la fin de ce numéro que eh bien, les personnalités ont été inversées, c'est-à-dire que les super vilains sur place ont inversé leur personnalité, et comme les super-héros, ce qui fait que les super-vilains deviennent gentils, et que les super-héros deviennent méchants, en tout cas à l'opposé de leur personnalité habituelle. Donc voilà, et pour bien nous mettre ça en avant, on a à la fin les couvertures avec voilà, l'inversion. Donc Magneto inversé avec Cyclope, on a Mystique inversé avec Tornade, et d'ailleurs elles sont très belles ces couvertures. Deadpool, alors Deadpool sera un personnage très intéressant puisque lui il n'a pas été inversé avec une autre personne en fait, même si c'est pas une inversion de personne en réalité déjà à la base. Mais Deadpool il n'est pas méchant. À la base il est gentil, bon il tue des gens, mais il est drôle et gentil. Et du coup, comment inverser Deadpool, et c'est ce que vous allez voir dans les prochains numéros, c'est que à la place du Deadpool rieur, gaffeur, on va voir un Deadpool très philosophique, très sérieux, un peu un guide spirituel, qui va être toujours gentil, toujours un peu pourtant loufoque, en tout cas de par son design, plus que par sa personnalité cette fois, mais vraiment très réussi. Et voilà, et ainsi de suite. Donc Iron Man qui fait penser de par son attitude à Doctor Doom, qui lui du coup va être plus sympa, et ainsi de suite. Donc vraiment un beau numéro, un bon numéro d'Axis, très bien dessiné, très bien écrit. Il y a plein de couvertures comme dans le précédent numéro, donc ça j'aime bien. Plutôt que du remplissage, on avait eu la dernière fois un petit épisode de remplissage, il me semble. C'était là-dedans. Non, c'était pas là-dedans, justement, il y avait les couvertures, mais je crois qu'il y avait quand même peut-être un truc de remplissage. Non, peu importe, je m'égare. Donc il n'y a pas de remplissage, c'est-à-dire que le numéro c'est peut-être petit, mais au moins il y en a plein de couvertures à la fin. Et il n'y a pas un épisode qui n'a rien à voir avec le contenu. Donc c'est toujours 4,30€, c'est la moitié, c'est ça qui est bien, 2 sur 4, donc il n'en reste plus que 2. Et alors déjà, je peux dire que sans me perdre, parce que du coup j'ai été me renseigner un peu sur la VO, sur la conclusion, il n'y a pas de grande conclusion, il y a quelques petites choses qui vont être perdues puisque Secret Wars arrivera très vite et que des éléments comme le destin de Havok, qui me semble intéressant, va complètement ne servir à rien en gros. Donc ce ne sera pas quelque chose de très important comme crossover, mais une bonne lecture. Alors j'attends de voir la suite au niveau du dessin, etc. et de l'écriture, comment ça va être fait, mais il y a vraiment des bonnes choses. Donc Axis, j'étais sceptique, j'ai bien aimé, mais j'étais sceptique en tout cas sur le style graphique pour le premier. Là j'ai beaucoup aimé, donc franchement, pour 8€, il y en a la moitié, bah, moi je vous le conseille. Le deuxième c'est Age of Spider-Verse. J'ai reçu, alors pas chez moi, donc c'est pour ça que je ne sais pas du tout s'il y a dedans, mais normalement ils ne sont pas. J'ai reçu le hardcover en VO de Spider-Verse, mais les préludes normalement ne sont pas dedans. Donc je me suis dit, j'ai envie du prélude, en tout cas j'ai envie d'un prélude, sur lequel je vais parler un peu après. Donc je l'ai pris, 5,50€, c'est dans le Spider-Man Universe, qui est donc le prologue à ce Spider-Verse, le prélude aux portes, ils appellent ça. C'est une saga complète, plus qu'une saga complète, moi je vais appeler ça des petites histoires individuelles nous présentant différents Spider-Man de différents horizons. On va commencer avec Spider-Man Noir. Spider-Man Noir, on l'a déjà vu dans justement Spider-Man Noir dans la collection Marvel Noir. Il est écrit par David Hein et par Fabrice Sapolsky et dessiné par Richard Isanov. Eh bien, on retrouve le style de Spider-Man Noir, justement, le style des Marvel Noirs que j'aime beaucoup. J'en ai lu pas mal, j'en possède pas beaucoup. Je possède Iron Man, il me semble, puis d'ailleurs c'est tout. Mais j'ai lu Luke Cage Noir, j'ai lu le Spider-Man et il y a de bonnes choses, donc franchement c'est sympa, c'est une ambiance polar. Et ici c'est le cas. Donc on nous représente pour ceux qui connaissent le Spider-Man, qui va faire face ici à Mysterio. Alors c'est pas le Mysterio qu'on connaît également, on a le Caïd, on a Felicia Hardy, la chatte noire, mais tout ça dans un contexte différent, avec des designs et des looks différents. Et c'est sympa, c'est court évidemment,
c'est très court, mais j'ai bien aimé. Et à la fin de l'épisode, on a l'arrivée de plusieurs Spider-Man de différents horizons qui vont l'appeler pour qu'ils se réunissent. Parce que c'est ça, Spider-Verse, ça va être la réunion des différents Spider-Man. Donc le premier chapitre, qui fait quelques pages, est consacré à Spider-Man noir. Et c'est plutôt sympa. Le second, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est la série phare qui a beaucoup fait parler, c'est Spider-Gwen, Gwen Stacy, en Spider-Woman, ou Spider-Girl si on veut, pour ne pas confondre avec Spider-Woman. Et c'est une œuvre dessinée, alors je vais reprendre parce que là j'ai que les noms. C'est écrit par Jason Latour, c'est dessiné par Robbie Rodriguez et coloré par Rico Renzi. C'est super, c'est génial, c'est frais, c'est de la fraîcheur. Voilà, c'est comment relancer des comics, bah c'est ça. On prend le personnage de Gwen Stacy et on en fait une Spider-Girl. On garde le contexte avec Papa Stacy qui est policier, qui veut l'arrêter. On utilise Peter mais d'une autre manière, c'est-à-dire que cette fois Peter va être la personne qui va mourir et non Gwen, pour plein de choses, et c'est génial. J'adore le costume de Spider-Gwen, il est vraiment magnifique avec ce dégradé, c'est plutôt ce contraste entre le blanc, le noir et le rouge. C'est vraiment un super design, il y a eu un boulot de design hallucinant. Les dessins, j'adore ce style-là, pourtant c'est pas du style très réaliste, c'est pas le style que j'ai l'habitude de lire, c'est pas du David Finch, du Ivan Reis, non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est beaucoup plus flashy, coloré, cartoony, et j'adore. Donc voilà, c'est les débuts de Spider-Gwen, et je comprends que cette série ait le droit désormais à sa série régulière, justement, après Spider-Verse, parce que franchement, c'est une super création, c'est génial. C'est court, du coup, c'est trop court. J'aime bien, mais voilà, c'est court, c'est une petite histoire, c'est le principe. Donc rien que pour ça, il faut acheter Spider-Man, ce Spider-Man Universe. Et ensuite, nous avons le troisième épisode, qui est très bien aussi, qui est consacré à un Spider-Man un peu différent, avec pas mal de technologie. Ce n'est plus Peter Parker, ça s'appelle Aaron Eichmann Spider-Man. C'est écrit, dessiné, coloré par Dustin Weaver. Je vous montre un petit peu quelques images, je vais vous montrer la première, celle-là. C'est un Spider-Man différent qui... alors ça se passe au Japon, si je ne me suis pas trompé, en tout cas il y a des scientifiques japonais. Et ce Spider-Man utilise une armure, mais vraiment une armure, c'est pas un costume. Ça fait un peu penser, sur le coup j'ai cru que c'était la même que End of Days, je crois. La série où Spider-Man avait une armure pour combattre Dr. Octopus, c'était juste avant Superior Spider-Man, et ça fait un peu penser à ça, parce que c'est vraiment une armure, et il y a pas mal de choses, une très bonne histoire, pareil, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est très fluide, c'est vraiment un plaisir, cette série j'adore, donc voilà, c'est génial, c'est bien, et comme à chaque fois, on a une interaction qui se passe, ça s'arrête sur un cliffhanger. Alors cette fois ce ne sont pas les Spider-Man qui viennent le chercher, c'est le méchant. C'est le méchant qui vient le voir, et donc on se demande comment ça va se continuer. Et nous avons encore deux histoires, parce qu'il y en a pas mal. Donc la prochaine, c'est la quatrième, c'est Peter Parker, tout simplement. C'est scénarisé par Clay McLeod Chapman, c'est dessiné par Elia Bonetti et coloré par Veronica Gandini. C'est une histoire assez particulière. C'est bizarre, j'aime bien le concept. Après la réalisation c'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on reprend les bases, c'est-à-dire Peter Parker qui se fait piquer par une araignée radioactive. Sauf que là où Peter Parker était à la base un héros, et son oncle l'encourageait à être un héros, on part du principe qu'au contraire Peter Parker il est élevé par un oncle violent, qui est oncle Ted et pas oncle Ben, qui rappelle finalement du coup l'oncle ou le père, je ne sais plus qui c'était, dans les films Spider-Man avec Mary Jane Watson, où le père est alcoolique et violent, etc. Bah, c'est un peu ça. Et du coup, au lieu d'être gentil, eh bien, Peter Parker, il va pas devenir Spider-Man, il va devenir un monstre qui va tuer tout le monde, en commençant par le chat. Donc on commence par le chat, ensuite c'est l'oncle qui y passe, ensuite c'est tous ceux qui vont le déranger, voilà, on passe dans l'horreur, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le super-héros, on est dans l'horreur, là. On a l'impression de lire du Stephen King, un peu. Et bah, c'est sympa. C'est sympa. C'est carrément un monstre. Il n'y a pas de costume ici.
et c'est bien, c'est frais, c'est assez déroutant, mais c'est frais. On a à nouveau le vilain qui est là, et qui va essayer de le vaincre, et qui va d'ailleurs y parvenir. Et à la fin, on se dit, bah voilà, l'histoire elle est finie. Sauf que Mary Jane va découvrir qu'elle a été mordue, elle aussi. Et du coup, bah, il y a plein de petites araignées qui arrivent sur son corps. Il me semble, de par les previews, les quelques images que j'ai vues, qu'elle va devenir une Spider-Girl également, et qu'elle va participer à Spider-Verse. Mais je suis pas sûr à 100%, donc ce sera confirmé avec l'HC quand je l'aurai lu. Et enfin, le dernier, et là, bah, c'est dommage, parce que franchement, pour 5,50€, plein de petites histoires de grande qualité, c'est cool, mais malheureusement, on ne peut pas faire parfait, c'est comme souvent le cas sur Paris, il faut qu'à un moment donné, il y ait un problème. Et le problème, bah, c'est ce dernier. Ce dernier, ça s'appelle SP//DR, déjà le titre est pourri, c'est écrit par Gerard Way, c'est dessiné par Jack Wyatt, puis en plus il y a plein de gens après, mais je n'ai pas envie de les citer, puisque c'est... Et c'est un Spider-Man, comment dire, c'est une fille qui contrôle une sorte d'armure dans une sorte de matrice. C'est vilain, faut dire ce qui est, c'est moche, c'est mal dessiné. L'histoire c'est nul, voilà, il y a des moments il faut savoir le dire, c'est nul, ça ressemble à rien, il n'y a aucun intérêt. Je comprends la moitié du truc, la moitié du temps elle est à l'école. Ensuite on nous explique qu'il y a une armure, etc. Bon, ainsi de suite. Et finalement, du coup, le moment bien, c'est quand les autres Spider-Man arrivent. Sauf qu'il y a aussi ça, Spider-Cochon, qui est là. Alors là, on se dit c'est quoi là? C'est le délire d'Homer Simpson dans le film. Donc voilà, ça se termine ainsi. Donc, malheureusement, c'est le petit point noir. Il y a le dernier épisode, c'est du what the fuck. C'est n'importe quoi dans ce Spider-Man Universe. Mais pour 5,50€, et rien que pour Spider-Gwen, je vous le conseille, ce prélude Edge of Spider-Verse, qui est dans le Spider-Man Universe numéro 14. Voilà pour le kiosque. On passe à la librairie. Alors, dans la librairie, j'ai 3 choses. On va commencer par Panini. On va rester sur du Spider-Man. Et avec le Superior Spider-Man tome 4 dans la collection Marvel Now. C'est toujours écrit par Dan Slott et c'est dessiné par Giuseppe Camuncoli et par Ryan Stegman. Donc, point d'Uberto Ramos ici. La couverture est assez sympa. En tout cas, pour ma part, j'aime bien. Et nous avons les épisodes numéro... C'est marqué là-dedans c'est 17. On est du 17 à du 21, de toute évidence. Ça se concentre principalement sur la rencontre entre Spider-Man 2099 et Superior Spider-Man. Le Spider-Man 2099 arrive du futur pour sauver sa ligne temporelle qui est mise en danger par le Superior Spider-Man. Tout ça parce que son grand-père, le grand-père du Superior Spider-Man, du Spider-Man 2089, je vais toujours envoyer les pinceaux, qui est son ennemi, en tout cas son père est son ennemi, et son grand-père existe à l'époque du Superior Spider-Man. Il va faire mainmise sur les labos Horizon où travaille Peter Parker depuis pas mal de temps, en tout cas depuis dans le run de Dan Slott. Et sauf que Superior Spider-Man il n'est pas d'accord, il veut pas se faire voler ses inventions, surtout les trucs de Spider-Man. Et du coup, il a l'intention d'éliminer purement et simplement le gêneur. Sauf que ce Spider-Man 2099 va l'en empêcher. Ça va donc donner lieu à un affrontement. Pendant ce temps-là, on a quand même un peu de bouffons, puisque je vous rappelle que les bouffons d'air, ça va pas tarder, ça va péter, et donc ça va être la grande menace qui va mettre fin à Superior Spider-Man. Donc on les a un peu en toile de fond, à certains moments de l'histoire. Mais le reste, c'est surtout Superior versus Spider-Man 2099. Donc la première partie est dessinée par Ryan Stegman. C'est très dynamique, j'adore. Je vous rappelle que Ryan Stegman, c'est l'essence de Superior Spider-Man. Pour moi, davantage que les deux autres dessinateurs. Il y a de la baston entre les deux Spider-Man. Et c'est bien, c'est fluide, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Je regrette simplement le manque d'interaction entre les deux Spider-Man. C'est-à-dire que notre ami du futur, il se doute pas une seule seconde qu'il y a un problème avec le Superior Spider-Man. Il est juste surpris qu'ils ne le reconnaissent pas, parce que du coup, comme il a effacé la mémoire, les souvenirs de Peter Parker, il ne sait pas qui c'est. Donc il lui dit, bah tiens, tu te souviens pas de moi, on a fait équipe.
Lui dit non, moi je sais pas qui c'est, tu m'as pas laissé un grand souvenir. Et il se pose pas plus de questions que ça. Spider-Man 2099, c'est un peu dommage. Mais sinon ça va. Donc l'histoire passe assez vite. Il y a cette histoire, on réutilise le portail temporel qui avait été utilisé dans un arc précédent, au moment où Octopus était encore Octopus. Et voilà, donc ça fait référence à des choses que Dan Slott avait écrites. C'est bien dessiné, j'aime bien. Donc ça c'est la première partie de l'histoire. Pendant ce temps-là, on a toujours Carly Cooper qui est à la recherche de preuves prouvant que le super-héros Spider-Man n'est pas Peter Parker. Et elle va les trouver dans ce tome-là. Elle va découvrir qu'il s'agit bel et bien d'Otto Octavius. Et voilà. Donc ça c'est la première partie. Je passe un peu. Et on arrive à la suite. La suite c'est la chatte noire, Felicia Hardy, c'est pour ça qu'elle est en couverture, qui, de la même manière que le Spider-Man 2099, va commettre un larcin. Sauf que comme ce n'est pas Peter Parker, il l'aime pas de base, parce que quand il était en Otto Octavius, elle l'a affronté à de nombreuses reprises, donc lui, il va la tabasser et l'arrêter, la livrer à la police. Donc elle est vraiment énervée, elle a la haine, elle se dit mais qu'est-ce qui lui prend lui, ça y est, ça va plus. Peter Parker, lui, continue, en tout cas Otto Octavius continue sa petite vie, sa vie romantique, sa vie professionnelle. Il a l'intention de créer les laboratoires Peter Parker Industries. Et voilà, tout va bien pour lui. Il n'a plus qu'à présenter sa thèse. Sauf que, petit pépin, l'un de ses profs de fac va reconnaître le travail d'Otto Octavius. Forcément, c'est celui-là qu'il a utilisé. Donc il va mettre en point un stratagème pour l'empêcher de parler. Et il va y arriver, ça vous verrez un peu pourquoi. Dans le même temps, une proche d'Otto Octavius va se libérer et va s'attaquer à Spider-Man, ce qui va créer un affrontement assez intense, puisque en fait, elle l'accuse d'avoir tué Otto Octavius, alors qu'en fait c'est Otto Octavius qui est Spider-Man. Donc très intéressant. Cette deuxième partie se concentre sur la vie personnelle de Peter Parker, du moins d'Otto Octavius en tant que Peter Parker, et j'ai vraiment apprécié. On retrouve les débuts de Super Spider-Man, c'est-à-dire que là on a eu pas mal d'intrigues, même la première partie là qui sont des intrigues vraiment purement action, vraiment des intrigues avec d'autres Spider-Man, des méchants. Et là on revient un peu sur le tome 1, sur les premiers épisodes où on s'intéressait à la vie, comment Otto Octavius évolue en tant que Peter Parker. Et du coup ça c'est bien de revenir un peu là-dessus, c'est vraiment intéressant. Alors après les dessins de Calum Collie sont moins bons que Stegman, mais ça reste correct. Ça reste lisible, clair, donc je n'ai pas trop de remarques à faire à ce niveau-là. Il y a des choses sympas, même si forcément au niveau des visages, c'est pas le top. Et voilà. Et donc la fin. Carly est attaquée par les bouffons et la malheureuse a découvert qui était le supérieur Spider-Man. Et donc cette information vient de tomber entre les mains des bouffons. Donc et ben voilà, le compte à rebours se rapproche de plus en plus pour le règne des bouffons, et j'ai hâte de lire ça puisque c'est Superior Spider-Man, c'est vraiment bon. On approche de la conclusion petit à petit, l'histoire se met en place. Alors là elle a avancé très lentement, on a eu que deux passages avec les bouffons et le reste ce sont deux petites intrigues, deux histoires entières très intéressantes. Donc voilà pour ce Superior Spider-Man qui comme d'habitude coûte environ 13 € dans la collection Marvel Now. Ensuite, on change de maison d'édition, on va chez Delcourt. C'est très rare que j'achète du Delcourt. Du coup, c'est Hellboy, Masques et Monstres. C'est le tome 14, ouais, c'est ça, c'est marqué là sur la tranche, de Hellboy. C'est un tome particulier qui explique pourquoi je l'achète. C'est un crossover entre Hellboy, Batman et Starman. Et on aura aussi un autre crossover après, mais moins important. Nous avons à la création Mike Mignola, James Robinson, Scott Benefield et Jason Rodriguez. C'est une petite histoire, il y a deux histoires en fait, découpées en deux chapitres. La première partie de la première histoire va voir Hellboy faire équipe avec Batman. Les dessins sont pas top, en tout cas c'est pas le style, je trouve que c'est assez grossier. Mais j'ai fait l'impasse là-dessus, je me suis dit on s'en fiche, c'est un crossover, on va passer sur les dessins sans trop critiquer. Donc forcément, si on veut vraiment des beaux dessins, c'est pas génial. Ça reste lisible, mais c'est pas le top. Nous avons un scientifique qui est enlevé par des soldats nazis.
avec quelques pouvoirs. Et donc Batman va faire équipe avec Hellboy pour le retrouver. Il s'avère que ce scientifique n'est autre que l'ancien Starman, et du coup le nouveau Starman va les aider. Dans la première partie, nous n'avons que Hellboy et Batman. Une enquête se met en place, c'est assez intéressant, c'est bien écrit. Ça se lit très vite, c'est très facile à lire. N'importe qui peut le lire en fait. Voilà, c'est le genre de livre que je conseillerais à n'importe qui. Quelqu'un qui lit pas trop les comics, qui a découvert Hellboy au cinéma et Batman au cinéma, ben, je lui dis tiens, t'as envie de lire un truc sympa, je te donne ça. À la fin de cette première partie, Batman va disparaître. Donc il va retourner à Gotham pour attraper le Joker. Et il va laisser la place à Starman. Donc Hellboy est vraiment au centre de l'intrigue, et ce sont les autres, les guests, qui vont se succéder. Donc là on a la dernière image où voilà, il y a le monsieur qui dit je viens aussi, et Batman lui il s'en va. Chacun fait son truc. Et ainsi de suite. Donc une petite histoire, ça tape du nazi un petit peu, c'est vraiment de l'action pure et dure. Et voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette histoire. Pas grand chose à dire non plus sur les dessins, il n'y a qu'un seul dessinateur. Donc il n'y a pas de différence style graphique. Je l'ai dit, c'est perfectible. En tout cas, c'est pas mon style, c'est un peu géométrique. C'est des traits, bof, j'aime pas trop. Mais pour autant, je n'ai pas désapprécié le truc. Et la deuxième histoire, c'est avec Ghost, donc un fantôme. Beaucoup plus violent comme histoire. On n'a pas les mêmes dessins ici, mais je trouve pas forcément ça mieux finalement, puisque là on n'est pas dans du dessin très géométrique, et pourtant bah, c'est pas beaucoup mieux. Donc en fait je préfère qu'il y ait un style graphique qui mette l'accent sur le côté géométrique des formes, et qu'on s'assume et que ce soit bien fait. Là on n'a pas une équipe, c'est plutôt un affrontement entre les deux personnages, entre Hellboy et Ghost. Et voilà, pas grand chose à rajouter aussi, je veux pas perdre de temps. C'est sympa à la lecture, c'est sympa, c'est pas si moche que ça au dessin. Et pour faire une critique globale de ce livre, c'est un peu le sentiment qu'on a quand on regarde un crossover dans une série télé, justement. C'est-à-dire que vous avez une série télé que vous suivez, et il y a un crossover, et c'est le genre de crossover, vous savez, c'est un filer. C'est-à-dire que la personne, elle vient, voilà, je l'ai pas vu, donc ce sera peut-être pas ça, mais je pense au crossover Arrow et Flash. C'est le genre de crossover où je pense le gars, il vient, ils vont combattre un ennemi en commun, ils vont le vaincre, et chacun rentre chez soi après avoir bu un verre ou se serrer la main. Et voilà, il en ressort rien. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que Hellboy il vient à Gotham parce qu'il enquête, il est sur une enquête, il a besoin de l'aide de Batman. Batman accepte, il l'aide un peu, puis il repart chez lui parce qu'il a d'autres chats à fouetter. Starman il l'aide parce que c'est de sa famille qui est en jeu. Et puis quand c'est fini, chacun repart de son côté. Voilà, on n'a rien changé au statu quo. Il n'y a rien de fantastique, il n'y a pas un grand méchant, voilà, ça se lit. C'est comme une série télé où on aurait vu un épisode et on est plus content, et c'est ça en fait. Je l'ai acheté à la base pour ça, et quand je l'ai lu, j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est simplement le fait d'avoir réuni ces différents personnages qui rend le truc intéressant. Le fait de voir Hellboy avec Batman, et en plus ils s'entendent bien, ça suffit. C'est-à-dire que voilà, ça suffit à rendre le truc intéressant. Donc voilà pour ce Hellboy, tome 14, qui est Masques et Monstres, et qui coûte 14 € à peu près, il me semble. Et on va terminer avec un livre que j'avais hâte de lire, c'est Batman Eternal, tome 2, donc le tome 2 sur 4. J'avais adoré le tome 1, je suis vraiment tombé amoureux de ce tome 1, presque autant que La Cour des Hiboux, et non. Alors là, la couverture est bien, génial, mais le contenu, ça a été une purge. Une purge, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, je vais mettre en avant, alors souvent je fais pas attention, il y en a plein, mais là ça m'a vraiment choqué. C'est que le premier épisode, chapitre 14, on crédite au scénario Dustin Nguyen. Sauf que je regarde à côté, je me dis c'est pas Dustin Nguyen ça. On me la fait pas, ça ressemble plus à Jason Fabok. J'étais pas sûr à 100%, mais si c'est Jason Fabok. Donc déjà, on ouvre le livre et on tombe sur une grosse erreur. On crédite au dessin de Dustin Nguyen. Attention Urban. Voilà, comme quoi les erreurs c'est partout, c'est pas que chez Panini. Et donc, les dessins sont toujours variés. On a un premier épisode de Jason Fabok. Rien à redire sur le style graphique, c'est super. Jason Fabok est au sommet, c'est lui le numéro 1 sur Batman actuellement, et ça se voit.
Ensuite, on retrouve un peu le même ordre que dans le premier volume, du Dustin Nguyen. Et là, même constat que la dernière fois, c'est pas du Dustin Nguyen comme on veut le voir. C'est pas du grand Dustin Nguyen, c'est du Dustin Nguyen qui bâcle son travail et qui fait un truc à l'arrache et un peu vilain. Les visages, même critiques que la dernière fois, on ne les reconnaît pas. Le lieutenant Barr, je le reconnais pas, je suis désolé, il n'a rien à voir avec les autres dessins. Donc ça se laisse lire, mais pour autant, quand on connaît Dustin Nguyen, vous voyez la couverture de Dustin Nguyen, c'est génial. Alors pourquoi à côté c'est moche? Je comprends pas, quoi. Tu fais pas une couverture jolie et après des dessins pourris. Et l'histoire, et c'est ça le gros problème de ce tome 2, n'avance pas. Elle n'avance pas pour la simple et bonne raison qu'on met des sous-intrigues partout. Partout, partout, partout. Autant le premier avait une intrigue générale et ensuite on avait des sous-intrigues, mais qui amenaient l'intrigue principale, néanmoins c'était lié. Là, on a un peu un scénario, un tiroir, c'est-à-dire que on découvre quelqu'un. Ah oui, mais en fait, c'est pas lui. C'est-à-dire que je croyais que c'était le pingouin, mais en fait, c'est pas le pingouin. C'est Falcon. Ah oui, mais en fait, c'est pas Falcon. C'est Calabrese. Ah oui, mais en fait, comme il y a Calabrese, il y a aussi une histoire avec Catwoman. Oui, et comme il y a une histoire avec Catwoman, il va y avoir tel perso qui est machin. Et pendant ce temps-là, à Arkham, on a la fille du Joker qui fait référence à un événement du passé de 5 ans de Batman. Et oh là là là. Faut arrêter avec ces trucs à tiroir, on n'a pas le temps, c'est n'importe quoi. L'enquête de Batgirl, de Batwoman et de Red Hood se termine. On ne sait pas trop à quoi ça a servi quasiment. Ils ont obtenu une info et on se dit bah, tout ça pour ça, on aurait pu peut-être la trouver plus simplement. Et voilà. Donc au niveau des dessins c'est varié. Là on a des très beaux dessins. C'est plutôt pas mal. Mais c'est variable. Voilà. Ça j'aime bien. Jason Fabok j'aime bien. Voilà, à nouveau, hop, du Jason Fabok. Par contre, du Dustin Nguyen, c'est pas beau. Je suis désolé, Dustin Nguyen, il fait mieux que ça. Et l'histoire, eh ben, je me suis ennuyé personnellement. Après, on a Alfred qui est attaqué par Silence. Donc on a le retour, voilà, encore, Silence apparaît là-dedans. On n'est qu'à la moitié, hein, c'est-à-dire qu'à la moitié, on nous explique qu'il y a Silence, qu'il y a l'architecte, qu'il y avait Falcon, etc. En fait, c'est un peu comme les séries télé où ça finit jamais, c'est-à-dire qu'on découvre un truc et en fait, bah non, il y avait quelqu'un derrière. Donc franchement, c'est décevant, cette lecture est décevante. Batman Eternal tome 1 est bien parti, et là, on voit que le but, c'est de faire durer. C'est de proposer des épisodes qui n'ont quasiment aucun lien entre eux, et voilà. Je suis désolé, il faut savoir dire quand c'est mauvais. Donc, vu qu'on est à la moitié, je vais faire jusqu'au bout, mais ça me fait peur quand même pour cette conclusion. Surtout que je sais déjà qu'il y a un autre personnage encore qui va apparaître, après Silence. Il y en a peut-être d'ailleurs d'autres, hein. Moi j'en connais un. Donc voilà, c'est vraiment le truc à tiroir. C'est-à-dire que quand on pense avoir trouvé le méchant, bah, il y en a encore un autre derrière. Il faut arrêter le complot, il n'y a pas 50 000 personnes non plus. Et voilà. Donc les dessins sont variés, comme je dis. Par exemple, ceux-là c'est vilain. Je suis désolé, mais les visages ils sont pas beaux. Donc voilà pour ce tome 2 de Batman Eternal, qui est très varié, encore une fois, dans le style graphique, et qui par contre dans l'histoire est pas très intéressant. Nous avons à la fin différentes couvertures écrayonnées. Donc ça c'est joli. Donc du Jason Fabok. Et à côté, je sais pas qui c'était. Ensuite nous avons ça, voilà, très beau, en noir et blanc. Donc voilà, ça coûtait quand même 25 € je crois. 25 €. Et franchement, on est descendu largement d'un cran par rapport au premier volume. Donc c'est un peu décevant cette lecture du tome 2 de Batman Eternal. Voilà pour cette émission. Je vous dis à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!